J'ai aussi, chemin faisant, découvert l'existence de l'école des relations du travail qui vient de s'installer à l'université, à la faculté, dirigée par Odile Levanier-Gouel, que vous verrez tout à l'heure, puisque c'est elle qui animera la prochaine session. Et donc, elle vous en dira plus sur cette école, j'imagine. Alors, comment on va procéder? Il y aura 4 sessions, 4, on peut dire, tables rondes, ou 4 débats qui essayent de survoler un peu toutes les questions qui se posent aujourd'hui. On va commencer par les rapports au travail. Alors, il y a un intervenant principal, ce sera Jérôme Gauthier, et puis ensuite des discutants qui vont soit critiquer ce qui aura été dit, soit approuver, soit compléter. Et donc, 4 sessions d'1h30, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être rigoureux au niveau de l'horaire. Donc, l'intervenant principal, puis la discutante ou le discutant. Il y aura 2 discutants dans la session qui suit, la 3e aussi. Surtout, nous voulons laisser du temps pour les questions de l'amphi, qui pour nous sont essentielles. Enfin, c'est essentiel à cet événement qu'il puisse y avoir des réactions de la part des participants. Bon, cela étant dit, j'en ai déjà trop dit, donc je vais passer la parole d'abord à Jérôme Gauthier, qui est expert reconnu du domaine, professeur à l'Université de Paris-1. Tu as dû diriger le centre d'études de l'emploi, je crois, ou peut-être le créer, non? Non, l'Institut des sciences sociales du travail. Ah oui, bon, ok, l'ISST, d'accord. Donc voilà, il a été président du conseil scientifique de Pôle emploi pendant 10 ans. Aujourd'hui, il est toujours au conseil scientifique de ce qui s'appelle maintenant France Travail. Je dois dire que Jérôme m'a appris beaucoup de choses. C'est en gros avec lui, grâce à lui, que on a réussi, enfin j'ai réussi, enfin non, nous avons réussi à organiser la démarche de ce colloque. Donc je l'en remercie beaucoup. C'est vrai que c'est un ami de très longue date, mais quand même, c'est un ami qui a de la fidélité. Ils ne sont pas tous pareils. Hein. Donc voilà, à toi, Jérôme. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, Jean-Paul. Et je suis particulièrement heureux d'être ici et honoré. Et sous les auspices, en plus, d'une grande dame, Simone Veil. Merci Simone, il est écrit ici. Et qui me fait penser à une homonyme, en fait. Hein, Simone Veil, qui était une philosophe dans les années 30, qui est morte au début des années 40, et qui était une grande spécialiste du travail et qui était notamment qui abordait des questions qui sont très proches de celles que je vais aborder aujourd'hui. Donc je voudrais aussi lui rendre hommage par la même occasion. Alors, la question du travail, je dirais, elle est revenue en force aujourd'hui dans le discours politique, en fait. Hein, et j'en veux pour preuve le discours de politique générale de Gabriel Attal, donc on est en pleine actualité, puisque, je le cite, hein, le premier combat de mon gouvernement, c'est le travail, et que le terme de travail, c'est un journaliste qui a fait le décompte, a été cité pratiquement 30 fois, je crois, au cours de ce discours. Mais quand on écoute ce discours et quand on regarde un peu plus près les interventions publiques, notamment du gouvernement, ce dont il est question, c'est beaucoup d'incitation au travail et, in fine, de l'emploi et de retour à l'emploi, et donc de l'emploi plus que du travail lui-même, plus que du travail en tant qu'activité. Et donc, je dirais que, comme ça a été longtemps le cas, et ça le redevient un peu aujourd'hui, c'est la question de l'emploi qui occulte la question du travail, et ce sera important de faire la distinction entre les deux, entre l'emploi et le travail. De façon plus fondamentale, je dirais que la question du travail elle-même, si elle est revenue au cœur des préoccupations, de façon plus large, hein, au-delà de la question de l'incitation au travail, c'est lié à un certain nombre de facteurs, certains conjoncturels, d'autres plus structurels, mais d'abord la baisse du chômage qu'a connue la France, et qui a justement pendant un certain temps rendu moins prioritaire, je dirais, la question de l'emploi. La crise du Covid aussi, qui a ébranlé pas mal de représentations et de comportements. Et puis les réformes de retraite, et notamment la réforme de retraite de 2023, dont les réactions à cette réforme, en fait, sont, à mon avis, très symptomatiques
de la crise du travail en France. Et je renverrai d'ailleurs, c'est ce qui est raconté, Jean-Paul faisait allusion à l'ouvrage coordonné par Bruno Palier, c'est ce qu'il reprend aussi dans l'introduction de cet ouvrage. Alors, les questions se focalisent beaucoup sur la question du rapport au travail, hein, et c'est un peu le titre et le thème de cette intervention, sur fond, je dirais, d'une suspicion de la baisse de la valeur du travail pour les individus et pour la société. Alors, l'origine de cette baisse de la valeur travail, elle serait ancienne, hein, puisque dès 1968, finalement, on a commencé à s'inquiéter sur les transformations de la représentation du travail et de l'attachement au travail et de cette valeur travail. Il y a même un ouvrage célèbre, hein, de Rousselet qui date de 1974 qui s'appelle « L'allergie au travail ». Et cette allergie au travail, finalement, aurait connu comme ça une évolution longue et avec des accélérations, notamment avec la crise de la Covid qu'on a connue récemment. Cette crise toucherait particulièrement les jeunes générations, et c'était déjà la thématique des années 70. Mais en plus, il y aurait une dimension plus particulièrement française, avec cette suspicion que les Français, finalement, ont un problème avec le travail, sont plus paresseux peut-être que d'autres nations, et que, justement, le rejet de l'allongement de l'âge de sortie de la retraite en serait un bon symptôme, de même que le fait que les Français travailleraient moins, ils ne travaillent que 35 heures, moins longtemps, etc. Et puis, mais la thèse que je voudrais développer ici, c'est que derrière, effectivement, ces questionnements sur le rapport au travail, c'est la question du travail lui-même, la façon dont il accomplit, les conditions de travail notamment, qui est très important, et que cette question du rapport au travail ne doit pas occulter la question essentielle, dont il n'est qu'un symptôme, qui est celle vraiment du travail lui-même. Voilà. Alors, juste là, une citation de Rousselet, hein, où il disait, voilà, en grand nombre, les jeunes refusent cette sacralisation du travail dans notre culture occidentale, et tellement... voilà. Et donc déjà, hein, dans les années 70, il y avait cette suspicion d'une baisse de la valeur travail. Donc, objet de l'intervention, c'est vraiment de prendre une certaine distance par rapport ces débats, hein, qui occupent fortement l'actualité, et de rentrer un peu plus dans les causes, en fait, plus structurelles du problème de la crise du travail en France. Et donc, dans un premier temps, je procéderai à un petit effort de clarification. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de travail et d'emploi et de rapport au travail? Et qu'est-ce que l'on mesure? Qu'est-ce que l'on peut mesurer? Ça, c'est très important aussi, hein, d'objectiver scientifiquement, je dirais, au-delà des discours parfois qui reposent sur des clichés ou des idées fausses. Dans un deuxième temps, établir un diagnostic, voir un peu ce que l'on sait de cette question du rapport au travail, pour, dans un troisième temps, s'interroger sur les facteurs à l'œuvre, en fait, hein, et derrière ce rapport au travail, s'interroger sur les causes profondes de la crise du travail lui-même, et d'aborder d'éventuelles pistes d'action, ou pistes de réflexion d'action. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on, en fait, hein, sur les clarifications conceptuelles qu'il faut faire? D'abord, ça sera un peu scolaire, mais bien distinguer le travail, hein, comme activité, définie comme un ensemble de tâches, de l'emploi, qui est le cadre institutionnel dans lequel peut ou ne se dérouler le travail. Mais il faut bien voir qu'il peut y avoir du travail sans emploi et de l'emploi sans travail, hein, comme on l'a vu dans des procès récents. Voilà. Et souvent, quand on aborde le travail et la question du travail, on aborde la question d'un concept qui est devenu très important aujourd'hui et qui a été officialisé comme catégorie administrative et statistique, qui est le concept de qualité de l'emploi. Maintenant, par exemple, l'OCDE a construit, c'est un travail récent, hein, ça date des 10 dernières années, des indicateurs de qualité de l'emploi. Et on s'intéresse beaucoup, les travaux en sciences sociales s'intéressent beaucoup à la question de qualité de l'emploi. Et cette notion de qualité de l'emploi, elle renvoie aussi bien à des dimensions qui relèvent du travail lui-même, notamment les conditions de travail, mais aussi des dimensions qui renvoient plus spécifiquement à l'emploi, hein, comme cadre institutionnel dans lequel se déroule cette activité de travail, et notamment aux conditions d'emploi, donc distinguer les conditions de travail des conditions d'emploi renvoyant
au statut juridique, le type de contrat, CDI, CDD par exemple, la durée du travail, sa rémunération, les opportunités de formation, etc. C'est ce qui renvoie plutôt aux conditions d'emploi, alors que les conditions de travail renvoient plutôt à l'organisation du travail et à l'activité du travail elle-même. Et puis, ça, ce sont des termes que l'on retrouve dans la sphère, je dirais, administrative, statistique, académique, dans des sphères plus, je dirais, du dialogue social, de la société civile, on utilise plutôt le terme de qualité de vie au travail, notamment qui est apparu dans des accords nationaux interprofessionnels, notamment celui de 2013. Je vous donne ici la définition. La qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail, la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail, dans une bonne ambiance, dans un cadre, dans le cadre de son organisation. Et donc là, on est vraiment sur le travail lui-même et pas du tout sur l'emploi. D'accord ? Bon. Donc voilà un peu pour une cartographie des termes que l'on peut retrouver dans le débat. Alors quand on va s'intéresser au rapport au travail, on va aborder évidemment la dimension subjective de ce rapport au travail, et notamment aborder des questions de satisfaction au travail. Alors ces questions de satisfaction, elles étaient assez peu abordées par les économistes, et de manière générale, les dimensions subjectives étaient jusqu'à récemment peu abordées par les économistes et laissées plutôt aux autres sciences sociales, notamment la psychologie, l'ergonomie, mais la sociologie aussi. Et les économistes s'en sont emparés dans les années récentes. Notamment ici, je citais l'ouvrage d'une collègue économiste, Claudia Sénic, qui a consacré un ouvrage à cette question-là. Et puis, derrière cette question un peu large de la satisfaction au travail, il y a la question plus spécifique du sens du travail. Et là, récemment, on a un ouvrage de deux collègues aussi, plutôt économistes et statisticiens, qui sont rentrés un peu dans la définition, à partir, s'inspirant beaucoup d'ailleurs de collègues psychologues, mais distinguant trois dimensions du sens du travail. La dimension de l'utilité sociale. Quelle utilité sociale vous trouvez que votre travail comporte? La question de la cohérence éthique, c'est-à-dire dans quelle mesure vous avez le sentiment de faire bien votre travail et de faire un bon travail, mais aussi dans quelle mesure, dans le cadre de votre activité de travail, vous n'êtes pas amené à entrer en contradiction avec vos valeurs éthiques, de façon plus fondamentale. Et puis, il y a la troisième dimension, elle renvoie à l'épanouissement personnel, c'est-à-dire dans quelle mesure vous avez l'impression que votre travail vous permet de vous épanouir, de développer vos compétences, mais plus largement aussi de vous épanouir personnellement. Ça, ce sont trois dimensions essentielles qu'on va pouvoir mesurer, je vais y revenir dans un instant, par des questions assez précises dans des enquêtes. Et puis, il y a la question du rapport au travail lui-même, qui renvoie à la valorisation faite par les personnes du travail de façon un peu plus générale, et pas seulement de leur travail. Et souvent, d'ailleurs, quand on demande aux personnes de parler de leur travail, elles parlent surtout de leur emploi, et donc sans distinguer forcément le travail de l'emploi. Alors, comment va-t-on objectiver un peu ces différents concepts et pour établir un diagnostic, qu'est-ce que l'on va mesurer? Je dirais que dans le débat public, on a souvent, alors, soit des sondages, soit des essais, etc., qui reposent sur des représentations un peu rapides. Je ne dis pas qu'elles sont sans aucun fondement, mais un peu rapides et un peu marketing, et notamment sur, un peu à la mode, on va distinguer notamment les différentes générations, X, Y, Z, AA, AB maintenant, etc. Et beaucoup autour justement, mais qui n'auraient pas les mêmes rapports au travail, qui n'auraient pas les mêmes mentalités, etc. Bon, ça, je dirais, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution, et essayer vraiment d'essayer d'objectiver de la façon la plus fine possible. Les enquêtes de sciences sociales vont reposer sur les études en sciences sociales vont reposer sur des enquêtes et qui, dans ces enquêtes, font le fruit d'une élaboration souvent assez sophistiquée pour élaborer un certain nombre de questions qui vont permettre d'établir un certain nombre d'indicateurs notamment, et on dispose d'enquêtes au niveau français mais aussi au niveau européen, des enquêtes harmonisées, notamment une enquête qui est beaucoup mobilisée pour ces débats, c'est la European Working Conditions Survey, qui a des vagues à peu près tous les 5 ans, et qui sert notamment pour comparer les différents pays européens, et je vous montrerai des données de cette vague. Et à la fois, on a des questions un peu générales pour construire des indicateurs assez globaux. Par exemple, une
des questions qui est beaucoup posée dans ce type d'enquête, c'est une question très générale. Quand vous pensez à votre travail en général, êtes-vous pas du tout satisfait, peu satisfait, très satisfait, etc. Et c'est ce qui permet de grader de 1 à 5 par exemple, et ensuite de comparer le résultat des indicateurs selon les catégories socio-professionnelles, selon les pays, etc. Et puis vous avez ensuite des batteries de questions beaucoup plus précises qui permettent de mesurer des dimensions plus spécifiques, et notamment on le verra pour la question du sens du travail. Alors, dans ce cadre-là, justement, la question sur le sens du travail, et là je me référais à ma collègue notamment Coralie Pérez, qui est aussi une co-autrice sur certains articles, ils ont toute une batterie de questions. Par exemple, je vous disais, par exemple, quand on parle du sens du travail, on essaye de mesurer d'abord, de définir différentes dimensions, et ensuite on essaye de mesurer, d'essayer de quantifier ces dimensions à partir d'un certain nombre de batteries de questions. Ici, je vous mets les questions qui sont utilisées pour essayer d'appréhender ces trois dimensions, à la fois la dimension d'utilité sociale, de cohérence éthique et de développement personnel. Alors, je n'ai pas ici toutes les citer, vous les avez sous les yeux, mais je fais quelque chose d'utile aux autres, oui, jamais, parfois, souvent, toujours, je suis fier de travailler dans cette entreprise, cohérence éthique, j'éprouve le sentiment d'un travail bien fait, etc. Et développement personnel, je peux organiser mon travail de la manière qui me convient le mieux, etc. Donc, on essaye de cerner ces différentes dimensions par un certain nombre de questions. Alors, il y a toujours évidemment une dimension subjective, et les économistes n'aiment pas beaucoup la subjectivité. Ils aiment faire parler les données, oui, mais pas beaucoup les individus, et des données à partir de comportements, mais pas de déclaratifs. Mais ils utilisent quand même ce type de données, et évidemment, les autres sciences sociales les utilisent aussi beaucoup. Et puis, il y a les études qualitatives, qui, à mon avis, sont très importantes. Et là aussi, côté économie, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le qualitatif, de façon traditionnelle. Mais le qualitatif, à mon avis, est indispensable pour saisir le sens que les individus donnent aussi aux réponses qu'ils donnent aux enquêteurs. Et ça, j'en renverrai à Bourdieu pour ne citer qu'un sociologue, mais Bourdieu disait, mais en fait, souvent dans les enquêtes, les enquêteurs posent des questions que les individus eux-mêmes ne se posent pas eux-mêmes. Et donc, ils se sentent obligés de répondre, et donc ils vont vous faire des réponses, mais qui dépendent plus de ce qu'ils anticipent, de ce que vous voulez entendre comme réponse, que de ce qu'ils pensent vraiment. Ces enquêtes aussi plus qualitatives, soit d'interroger directement les individus, soit d'observer leur comportement aussi, qui sont très importants, elles permettent de mieux saisir le ressort, je dirais, de l'hétérogénéité des réponses, et de contextualiser ces dernières par rapport aux expériences concrètes de travail. Et ça, c'est vraiment, je crois, très très important. Et c'est ce que l'on n'a pas forcément quand on regarde des enquêtes statistiques, en fait, parce qu'on a des réponses, on peut déceler une certaine hétérogénéité entre les ouvriers, les cadres, entre les tranches d'âge, etc. Mais pour interpréter, en fait, cette hétérogénéité, c'est bien aussi d'avoir du qualitatif. Et là, pour ne donner qu'une référence, par exemple, il y a un travail d'un collègue de Paris 1 qui est sociologue, de Marc Loriol, qui a fait tout un rapport d'ailleurs sur le rapport du travail aux jeunes, relativement récent, enfin qui date de 6 ans maintenant, mais, et qui fait une synthèse de toutes ces études, à la fois Canty et Cali, qui ont été mobilisées pour essayer de cerner cette question-là. Alors, quel diagnostic à partir de ces tentatives d'objectivation? Est-ce que l'on assiste à une dégradation de la valeur travail, en fait, puisque c'était un peu ça le diagnostic, soit implicite, soit fortement explicité. Alors, je repartirai là de travaux de Lucie Davoine et Dominique Méda, un travail qui date de 2008, et qui, sur des enquêtes qui datent du début des années 2000, et qui avait mis en lumière un paradoxe, en fait. Et dans ce paradoxe, à partir notamment de l'enquête européenne des conditions de travail, qui montrait que les Français étaient parmi les Européens qui accordaient la plus grande importance au travail, à travers la question est-ce que le travail est important dans votre vie, d'accord, et beaucoup, etc. Bon. Et les Français étaient pratiquement ceux qui accordaient, pour qui le travail était le plus important pratiquement en Europe. Et en même temps, où la satisfaction vis-à-vis du travail était une des plus faibles. Donc c'est un peu le paradoxe duquel on n'est pas complètement sorti. Alors, une vingtaine d'années plus tard, qu'en est-il de ce rapport au travail? Est-ce que finalement il est toujours aussi fort? Là, il y a une enquête qui a beaucoup été commentée, qui avait été commanditée par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, qui date de 2021,
que vous pouvez trouver sur Internet, et qui partaient de mêmes questions, hein, la part du travail, est-ce que le travail est très important dans votre vie, etc. Hein, peu, très, etc. Et la part des personnes déclarant que le travail est très important, et, comme vous le voyez, elle a baissé. Elle a baissé de façon importante, puisqu'elle est passée en une vingtaine d'années de 60 à 24%. Et symétriquement, on a vu que les personnes qui répondaient que le loisir était très important dans leur vie, leur part a augmenté de façon notable, de même que l'importance des amis et des relations sociales, en fait. Et puis une autre enquête, en fait, commanditée par un autre think tank et copilotée par l'APEC, hein, l'Agence pour l'emploi des cadres, Louis Harris, alors là aussi sur un échantillon représentatif, un gros échantillon, et là qui est particulièrement intéressante parce qu'elle a interrogé les jeunes, puisque c'est souvent sur les jeunes générations qu'on essaye de saisir les transformations en fait des représentations, mais avec un échantillon miroir de plus âgés, notamment de 30 à 65 ans. Et on va voir que cette confrontation est vraiment intéressante. D'abord, cette enquête met en cause cette vision de la dégradation de la valeur travail. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, et notamment parmi les jeunes, hein, actuellement direz-vous que dans votre vie en général, votre travail est plus important que tout le reste, la proportion est plus importante. C'est le 18-29 ans en 2023 qu'elle était en 2003. Et vous voyez que finalement, par cette question un peu simple, un peu générale, hein, alors qu'il faut prendre aussi bien sûr avec des pincettes, etc. Bon. Et finalement, et chez les jeunes, elle n'est pas moins importante que chez les âgés. Alors évidemment, on pourrait discuter parce qu'évidemment, il y a un effet de génération, il y a un effet d'âge, et que voilà, les jeunes sont moins impliqués dans des familles, etc. Bon, mais quand même, l'évolution temporelle est assez intéressante. Et ce que confirme aussi cette enquête, et ce qui est très important, et les sociologues y insistent beaucoup, et là encore une fois, je citerai Bourdieu qui disait, mais la jeunesse, ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, au moins des jeunesses. C'est qu'il y a une certaine hétérogénéité, en fait, aussi bien dans le rapport au travail que dans la satisfaction. Et évidemment, et on peut s'y attendre, selon la catégorie socio-professionnelle, notamment, et que voilà, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette enquête, elle nous raconte aussi les représentations qu'ont les âgés par rapport aux jeunes. Et les plus âgés, notamment, là je prendrai les résultats de l'enquête sur les 40-65 ans, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent des jeunes, et qu'est-ce qu'ils pensent du rapport au travail des jeunes, ou du comportement plus général des jeunes qui peuvent impacter le travail. Et là, on voit que les plus âgés ont une image assez négative. 63% des 45-65 ans pensent que les jeunes sont moins fidèles que les générations précédentes. 71% pensent qu'ils sont moins respectueux, moins investis. Les 2/3 des 45-65 ans pensent que les jeunes sont moins investis, plus individualistes, moins solidaires, enfin bon, donc une vision très négative des anciennes générations sur les jeunes générations. Or, c'est cette vision que l'on retrouve aussi un peu dans les débats publics, etc., donc, qui alimente un peu les clichés qui eux-mêmes alimentent les débats publics. Alors, concernant le sens au travail, hein, on retrouve cette même hétérogénéité si on se focalise maintenant sur la question du sens, qui est une question plus spécifique. Et là, donc, je vais regarder les résultats de Coutreau et Pérez. D'abord, évidemment, comme vous pouvez y attendre, le sens du travail et l'importance, le score du sens au travail dépend évidemment des professions, mais ce qui est intéressant, c'est que la corrélation avec le niveau de qualification est loin d'être parfaite. Là, j'ai mis, elle n'est pas parfaite, mais elle est très loin d'être parfaite. C'est-à-dire qu'on va trouver parmi les professions qui trouvent les professionnels qui trouvent le plus de sens dans leur métier, on va trouver des professions notamment peu qualifiées. Et
au sein même des professions, il peut y avoir, dans les 3 dimensions que distinguent les auteurs, il y a des différences assez importantes. Alors ici, je vous montre les résultats pour notamment les 15 professions qui trouvent le plus de sens dans leur travail. Vous voyez que la profession qui arrive en tête, ce sont les assistantes maternelles, ensuite les agents commerciaux du transport et du tourisme, les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Donc c'est pas les professions les plus qualifiées qui trouvent forcément du sens au travail. Alors on retrouve des professions qualifiées, notamment des professions vocationnelles du service public, et ce à quoi vous pouvez s'attendre. Sauf que là, j'ai souligné les enseignants et les médecins, et là, on voit que dans les différentes dimensions, et c'est là que c'est très intéressant de distinguer les différentes dimensions, on voit que ces professions trouvent beaucoup de sens. Alors, plus et moins, ça veut dire par rapport à la moyenne, c'est-à-dire, est-ce que c'est plus que la moyenne des autres professions, moins que la moyenne, ou égal à peu près en tant qu'égal. Et on voit que le problème de ces professions vocationnelles, c'est la cohérence éthique. C'est-à-dire que quand on interroge les individus, ils trouvent beaucoup d'utilité sociale à leur travail quand vous êtes médecin ou enseignant, mais vous avez le sentiment que vous n'avez pas les moyens de bien faire votre travail. Et donc, vous êtes pris dans des dilemmes où vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens de bien faire votre travail, ou parfois même de faire des actes qui vont à l'encontre de votre éthique professionnelle, ce qu'on entend quand on interroge les infirmières, les médecins, etc. Et symétriquement, parmi les professions pour lesquelles leur travail a moins de sens, on trouve des professions peu qualifiées, mais on trouve aussi des professions qualifiées. Et alors là, je me tourne vers Jean-Paul, qui était un spécialiste de la monnaie, des banques, de la finance. On voit que dans les métiers de la banque et de la finance, les cadres de la banque et des assurances, alors eux, ils font partie des 15 professions qui trouvent le moins de sens à leur travail. Et notamment en termes de cohérence éthique et d'utilité sociale, eux-mêmes reconnaissent que... voilà. Et donc là, on est un peu dans ce qu'un anthropologue célèbre, aujourd'hui décédé, mais David Graeber appelait les bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois qui peuvent être très bien rémunérés, mais qui ont très peu d'utilité, qui ont peu d'utilité sociale, au moins aux yeux de ceux qui les accomplissent. Bon. Donc des choses assez intéressantes quand on rentre dans le détail. Concernant, là je vais remonter plus généralement à la satisfaction au travail. Et derrière la satisfaction au travail, il y a aussi, il y a la satisfaction du travail lui-même, mais derrière il y a la satisfaction de l'emploi que l'on exerce, et derrière se cache aussi la question du salaire. Ce qui est très frappant, et ça on le voit dans les enquêtes successives. Là je vais vous donner la vague 2015 que je préfère prendre plutôt que la vague 2020 parce que c'était le Covid, donc je préfère travailler sur des vagues plus anciennes, mais nous on avait fait une étude sur la vague 2010 et la collègue Claudia Sénic, elle utilise la vague 2015. Et là on va rentrer dans la comparaison internationale pour parler de la spécificité française. C'est qu'on voit qu'en France, quand on pose des questions sur la satisfaction au travail, et notamment sur la satisfaction sur les conditions de travail, on a des scores très faibles. Ici, donc, vous avez la vague 2015 de l'enquête européenne sur les conditions de travail, où on a mis la question aussi, la question que l'on pose dans les différentes langues, c'est, je trouve, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, etc., avec la proposition suivante. Je trouve que de façon générale, là on est dans cette question, êtes-vous très satisfait, pas du tout satisfait, etc., de vos conditions de travail. Et là, la France a un score, vous le voyez, très faible. Elle se retrouve au même niveau que la Grèce, le Monténégro, la Turquie, derrière l'Italie, etc., et très loin derrière l'Allemagne, même le Royaume-Uni, l'Autriche et les pays de développement comparables. Encore une fois, ce n'est pas le résultat d'une enquête ponctuelle. On le voit ça dans les différentes vagues de l'enquête européenne sur les conditions de travail. Et derrière les conditions de travail se cache, et nous c'est ce qu'on avait mis en lumière aussi dans une grosse étude que l'on avait faite au début des années 2000, c'est que quand on interroge les individus par du qualitatif, on voit que quand on les interroge sur leur salaire, en fait, le degré de satisfaction qu'ils vont exprimer sur leur salaire va dépendre de leurs conditions de travail. Et le problème en France, il va se traduire par l'insatisfaction salariale. Et là, les résultats sont encore plus frappants.
C'est-à-dire que quand on regarde le sentiment d'être bien ou mal payé en France, vous voyez que là, la France, carrément, est la dernière. La France est la dernière. Alors on peut dire, hein, il y a des études d'ailleurs qui ont été faites là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de biais négatif? Les Français ne sont pas biaisés négativement, et là on retombe dans les clichés, mais ils rouspètent, Ça joue en partie, mais ça n'explique pas tout, et ça n'explique pas les différentiels. Donc ça ne suffit pas à tout expliquer, même s'il y a un biais peut-être un peu spécifiquement français. Et donc là, vous voyez que y a un problème, il y a un problème identifié en France d'insatisfaction salariale. Et ce qu'on avait mis nous en lumière dans notre étude qui partait plus particulièrement sur les travailleurs à bas salaire, c'est assez impressionnant parce qu'on avait comparé différents pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne, notamment le Royaume-Uni, où en France, grâce au SMIC, on était relativement mieux payé qu'en Allemagne à l'époque, et qu'au Royaume-Uni, hein, c'était sans commune mesure, hein, parce que le SMIC permettait un salaire relatif et même absolu supérieur à ces pays à l'époque, au début des années 2000, mais l'insatisfaction salariale était pour autant plus forte. Et quand on interrogeait les individus, derrière l'insatisfaction salariale, c'était les conditions de travail qui ressortaient. C'est-à-dire que le salaire n'est pas jugé comme suffisamment compensateur pour ce que l'on demande aux individus en contrepartie de ce salaire. Et notamment en intensité du travail. Et notamment, nous, on avait fait notre enquête 2005, juste après l'implémentation des 35 heures, et l'intensification du travail liée aux 35 heures était encore très fortement ressentie et provoquait des plaintes concernant les conditions de travail, mais du coup aussi le constat que les salaires n'avaient pas suivi l'intensification du travail et que la dégradation des conditions du travail n'avait pas été compensée par le salaire. Et du coup, ça nous renvoie plus directement à l'organisation du travail aussi, derrière les conditions de travail. Et là aussi, voilà, est-ce que les gens sont satisfaits de l'organisation du travail, là aussi en France? Est-ce que, à partir de cette question, l'organisation pour laquelle je travaille me motive à donner le meilleur de ce dont je suis capable dans le travail? Et là aussi, vous voyez que la France, finalement, est assez mal classée. Elle est aussi en queue de peloton. Voilà. Donc ça, c'est un diagnostic pas très positif pour la France, mais qui trace quand même un portrait un peu général. Alors attention, ce sont des enquêtes subjectives, etc., mais qui sont confirmées à la fois par différentes vagues de ces enquêtes quantitatives, qui sont confirmées aussi quand on fait des enquêtes plus qualitatives comparatives. Voilà. Alors, quel est le diagnostic? Quel diagnostic peut-on faire? Le diagnostic que je ferai, là je ferai référence plutôt à des travaux que j'ai menés particulièrement, mais qui sont en résonance avec d'autres travaux. Je crois qu'effectivement on a un problème avec l'organisation du travail et peut-être aussi avec le management en France. C'est qu'en France on a été un pays très taylorien. Et là, pour repartir de l'histoire, et je rendais hommage à Simone Veil, l'autre Simone Veil, qui a bien montré ça, parce qu'elle a fait de l'enquête de terrain in situ dans des usines, et elle montrait très bien ce qu'était le taylorisme et ce qu'a été le taylorisme en France. Et dans notre culture d'ingénieur, finalement, le taylorisme a eu un terrain très fertile. Voilà, on était un peu la fille aînée du taylorisme aussi après les États-Unis. Et l'ombre portée du taylorisme, ça veut dire que les organisations du travail et de management qui ont suivi le taylorisme ont porté cette ombre. Et notamment, moi, j'ai fait des études sur le lean, l'application du lean, le juste à temps, etc. On peut parler dans les débats. Et notamment, on a fait une étude avec un collègue suédois en comparant le lean en Suède et en France. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en France, on a une approche très technocratique, très hiérarchique, descendante, bureaucratique, etc. Et c'était frappant de voir comment, dans l'implémentation du lean, on retrouvait des constats qui avaient été faits par les sociologues, Crozier, etc. Il y a une cinquantaine d'années, il y a des espèces d'invariants structurels français qui sont assez forts, et de même qu'on a des invariants structurels un peu suédois qui sont assez forts, c'est-à-dire que quand le lean est arrivé chez eux, ils l'ont adapté aussi par rapport à un autre rapport à l'organisation du travail. Et donc on a du mal à faire émerger ces organisations du travail que l'on dit apprenantes, notamment basées sur beaucoup plus d'autonomie, de formation, mais d'autonomie dans le travail, etc., etc. Et ces formes d'organisation du travail, elles sont aussi associées à des formes de management, ce qui reste souvent trop top-down, même s'il y a beaucoup de réflexions, et même chez les managers eux-mêmes,
s'en aperçoivent. Hein. Nous, on a fait notre enquête notamment dans l'aéronautique, et c'était fascinant de voir comment dans l'aéronautique, on tentait des innovations même radicales. L'entreprise libérée, on va tout casser, on supprime la hiérarchie, que 100 fleurs s'épanouissent, etc. Enfin, bon, bref. Lancé par des ingénieurs qui étaient complètement pourtant dans la culture technocratique, etc., très top-down, etc. Tout ça est lié aussi, je renvoie aussi à des travaux de sociologues des années 70, notamment les effets sociétaux, à l'articulation de notre système éducatif et de notre système productif. Les grandes écoles, notamment les grandes écoles d'ingénieurs, etc., etc. Enfin, bon, voilà, des choses qui sont assez bien connues en France, mais qui... c'est vraiment intéressant de voir comment, au fur et à mesure des vagues successives et des modes de management et d'organisation du travail, il y a des invariants, comme je disais, qui perdurent, en fait, et qui formatent un peu ces nouvelles formes d'organisation du travail. En France, on a beaucoup du management par indicateur. Et avec les nouvelles technologies, alors c'est le bonheur, parce qu'avec l'intelligence artificielle, etc., voilà. Un cadre d'Airbus me disait, mais moi, un directeur de division d'Airbus me disait, moi, mon boulot, c'est de suivre 200 indicateurs. Voilà. Et les ingénieurs, ça leur plaît, dès qu'on peut, indicateurs, etc. On suit 200 indicateurs, voilà. Et donc, il y a, et là, je renverrai aux travaux d'une collègue sociologue, sociologue clinique, sur la sociologie, la psychologie, qui s'appelle Anne-Marie Dujarrier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur les planeurs, c'est-à-dire les gens qui conçoivent toutes ces méthodes, tous ces indicateurs, etc., et qui pilotent à distance, finalement, à distance du travail, des relations directes de travail, de l'action concrète du travail, un peu le travail. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout ceci a des enjeux fondamentaux avec la grande transformation technologique qu'on est en train de voir. Pourquoi ? Parce que, et là je critiquerai mes collègues économistes, beaucoup de collègues économistes ont une vision un peu simplificatrice du progrès technique, avec une vision de déterminisme technologique. C'est-à-dire... Et qui est un peu porté, je dirais, par le mode d'appréhension aussi empirique que l'on a de la réalité. C'est-à-dire de faire des corrélations statistiques. Non, la technologie, notamment l'intelligence artificielle, il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire ce qu'elle va donner va être médiatisé par la façon dont vont s'adapter les modes de management et les organisations du travail. Et ça, je l'ai vu très concrètement, notamment dans l'aéronautique, où... Par exemple, je prendrai un exemple très concret. Dans une des divisions d'une entreprise qu'on étudiait, d'assemblage, ont été introduits des tablettes pour les opérateurs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de plans assez compliqués pour expliquer comment il fallait faire les montages, mais ils avaient tout sur des tablettes avec du 3D, etc. Bon. Et ces tablettes permettaient en même temps de faire le reporting en temps réel. Parce que, pour des problèmes de sécurité notamment, mais évidemment, chaque fois que vous faites des opérations, vous devez dire exactement quelles opérations vous faites, à quel moment vous les avez faites, etc. Avant, ce reporting se faisait par papier à la fin de la journée, etc. Bon, là, c'était en temps réel. Grâce à ça, le manager me disait, mais moi, je peux calculer les productivités, enfin, contrôler le travail de façon très, très précise, en temps réel, grâce à ces tablettes. Mais je refuse de le faire. J'ai introduit ces tablettes pour faciliter le travail des ouvriers et pour que les ouvriers se coordonnent mieux entre eux aux différentes étapes de l'assemblage. Donc, elle, c'est une femme, et à mon avis, c'est peut-être pas anodin, elle disait, ben voilà, moi je l'ai utilisé dans une logique de empowerment, donner plus de capacité d'agir et d'autonomie à mes ouvriers. Et je me refuse de l'utiliser comme outil de contrôle. Et quand on a raconté ça à un autre manager de la boîte, il a dit, quoi ? Tu as tous ces indicateurs possibles, tu ne les regardes pas, tu ne les contrôles pas, tu es une mauvaise manager. Voilà. Et donc, voilà, et dans cette anecdote, je trouve qu'elle est très parlante. C'est-à-dire, on voyait bien deux conceptions très différentes du management, et on voit bien comme quoi une même technologie peut être utilisée dans des optiques très différentes, et avec des conséquences, évidemment, pour le travail concret des individus, très différentes. De monitoring, contrôle, très top-down dans un cas, et tentative d'autonomie, organisation apprenante, de plus d'autonomie aux opérateurs dans l'autre cas. Donc je crois que c'est un enjeu essentiel dans ce qui est en train d'arriver, notamment dans la façon dont va s'implémenter l'intelligence artificielle, de réfléchir à ces questions. Et pour finir, puisqu'il me reste quelques minutes, j'en suis à 35 minutes, je prends 2 minutes supplémentaires,
Je crois que le dialogue social... Bon, Jean-Paul rappelait que j'avais dirigé l'ISST, l'Institut des sciences sociales du travail. C'est un département de l'Université Paris 1 qui fait de la formation pour les syndicalistes, en fait. Je crois que c'est très important que les syndicalistes soient très bien formés en économie, en sociologie, en droit, matière principale qui était enseignée, pour aborder notamment ces questions du travail et pour les aborder et être en capacité de dialoguer à partir de savoir. Et le problème qui se pose, c'est que si on a aussi ces organisations du travail l'ombre portée du taylorisme, comme je disais, c'est que il y a une espèce de cercle vicieux en France. C'est qu'en France, cette question du travail, les syndicats, par rapport, quand on compare toujours avec les pays nordiques, qui sont un peu le modèle en la matière, ils sont en retard par rapport à cette prise en compte de la question des conditions de travail, de l'organisation du travail de façon plus générale. Et la priorité qui a été accordée en France, comme dans les pays d'Europe du Sud, ça a plutôt été une priorité à la compensation des conditions de travail plutôt que de réfléchir à comment transformer l'organisation du travail et les conditions de travail. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, ils n'avaient pas la main là-dessus, mais parce que d'autre part, ils ne voulaient pas la prendre non plus, parce que c'était rentré dans la cogestion. Et donc certains syndicats sont très rétifs, ils disent « nous, non, vous nous consultez sur l'organisation du travail, non, ça reste la prérogative de l'employeur. En revanche, nous, on protestera contre toutes les conséquences négatives et on essaiera de négocier au mieux les compensations salariales de toutes les conséquences négatives de cette forme d'organisation du travail. » D'accord ? Et tout ça renvoie aussi, je renvoie au très beau livre « La cité du travail » de Trentin, qui était à la fois homme politique et syndicaliste italien, qui a écrit un très beau livre là-dessus, sur toute la gauche et une grande partie du syndicalisme de la gauche d'Europe du Sud, notamment en Italie, etc., était dans une vision qui a basculé notamment dans les années 50 et 60, où finalement l'idée c'était qu'il ne peut pas y avoir d'épanouissement dans le travail. Le taylorisme, les syndicats étaient favorables au taylorisme au départ. Et quand ils ont vu comment le taylorisme a tourné en termes de conditions de travail, etc., il y a eu une espèce de désaffection et qui a renforcé cette vision instrumentale du travail. Le travail, ça sert d'abord à avoir du salaire, et voilà. Mais l'épanouissement humain, il viendra en dehors du travail. Ce qui n'était pas du tout la vision même marxiste, etc., de beaucoup de syndicalistes au XIXe siècle, qui étaient même favorables, certains, au travail des enfants, au nom de l'épanouissement, etc. Bon. Et dans ce cadre-là, effectivement, la priorité, ça devient donc de négocier des compensations et de réduire au maximum la place du travail dans la vie. D'où la priorité à la réduction du temps de travail, d'où la priorité à l'abaissement de l'âge de la retraite. D'accord ? Et pour ce qui est du travail, la priorité au salaire, à la compensation. Bon. Ce qui n'est pas du tout la mentalité des syndicats suédois. Les syndicats de suédois ont toujours été opposés à la réduction du temps de travail, par exemple, des politiques de réduction du temps de travail. Bon. Donc, on voit qu'on a des représentations qui se sont construites historiquement et que dans les différents facteurs que j'évoquais, on a une interdépendance en fait. Je veux dire, le patronat et les syndicats qui le méritent, et les syndicats renforcent aussi certaines attitudes patronales. Enfin, peut-être que ça serait pas, ni les uns ni les autres seraient très contents d'entendre ça, mais je pense que ça fait pas. Et on reste dans une difficulté de dialogue social sur ces questions. D'abord, c'est assez récemment, dans l'histoire des accords nationaux interprofessionnels, qu'on s'est intéressé vraiment aux questions d'organisation et de conditions de travail. Il y a eu un premier grand accord que je citais tout à l'heure en 2013. Donc il y a eu quelques succès, quelques avancées. Les syndicats se sont mis à investir cette question quand même, de façon plus... Et puis il y a des échecs. On vient de le voir là, l'échec récent, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Il y a un mois même peut-être, de pacte de la vie au travail, puisqu'il a été dit justement, après les manifestations contre l'abaissement de l'âge de la retraite, etc., on s'est dit, bah oui, il y a un problème, apparemment il y a une crise du travail en France, donc il faut prendre ce problème au bras le corps, mais là pour le moment on n'a pas débouché sur des... Voilà, et donc la bibliographie a complété, mais voilà, si ça vous intéresse, on diffusera le PowerPoint et je mettrai toute la bibliographie. Voilà, je vous remercie de votre attention. 40 minutes.